Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'Essentiel. L'invasion de l'Ukraine en est au 1000e jour et on a l'impression que ce conflit s'enlise. Aujourd'hui, le président russe a brandi la menace nucléaire une nouvelle fois. Cette fois-ci, le ton surdurcit. Il dit qu'il considère que les missiles à longue portée utilisés par Kiev sont une agression sur le territoire russe de la part de l'Ukraine et de ses alliés. En septembre, Vladimir Poutine avait dit que si l'Ukraine utilisait des armes en territoire russe, ça signifiait que les pays de l'OTAN étaient en guerre contre la Russie. Pendant ce temps, 5 pays européens ont annoncé être prêts à financer l'Ukraine si les États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump à leur tête, diminuaient leur aide. Alors, nous nous entretenons avec Ferry de Kerkhove, ancien diplomate, ambassadeur du Canada et enseignant. Bonsoir, M. de Kerkhove. Bonsoir. D'abord, la question qui s'impose, est-ce qu'il faut prendre au sérieux la nouvelle menace faite par Poutine? Il faut prendre tout ce que dit Poutine au sérieux, mais avec des bémols. C'est-à-dire que Poutine n'est pas en mesure de mener une guerre nucléaire. Cette espèce d'association qu'il fait entre une puissance nucléaire qui aiderait l'Ukraine et qui permettrait d'utiliser des armes tactiques nucléaires, tout ça, c'est de l'esbrouf. Son ancien président Medvedev parlait de même. Je ne pense pas que Poutine, à l'heure actuelle, soit en mesure de mener une guerre plus outrancière que celle qu'il mène déjà. Évidemment, la décision du président américain de permettre l'ATMA d'être lancée, utilisée, c'est une fois de plus trop bien, oui, mais beaucoup trop tard. J'ai toujours plaidé, moi, qu'à partir du moment où on aide l'Ukraine à se défendre contre la Russie, il faut lui donner le maximum dès le début, parce que de toute façon, Poutine aurait fait les mêmes déclarations et n'aurait pas utilisé l'arme nucléaire. Le problème, c'est que la livraison tardive d'un matériel très efficace a donné aux Russes tout le temps de reculer leurs équipements, leurs armements au-delà de la limite de portée de ces missiles. Donc, autrement dit, c'est un renforcement psychologique. Je ne dis pas que ça ne peut pas faire de dégâts, mais ce n'est certainement pas quelque chose qui va changer le cours de la guerre. Bon, est-ce que ça pourrait faire des dégâts si, par exemple, l'Ukraine attaquait des cibles civiles, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici avec ces missiles? Je ne pense pas que Zelensky souhaiterait être mis au même niveau que les horreurs des massacres de civils par les Russes. Je pense que compte tenu du très petit nombre de ces fusées ou de ces missiles dont il va disposer, je doute fort qu'il s'en serve autrement que pour des cibles militaires. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre maintenant du côté de l'armée russe avec ces militaires nord-coréens qui se sont joints donc aux soldats russes et qui sont maintenant en territoire ukrainien? Qu'est-ce qui risque de se passer? Il faudrait commencer par dire que Biden s'est servi de cet exemple-là pour justifier évidemment la livraison de Tatmar. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de trouver une justification comme ça. Les horreurs que commet Poutine dans les villes de l'Ukraine sont suffisamment comme ça. Mais écoutez, cette espèce de petit bataillon, c'est très ennuyeux. Ça aide Xi Jinping pardon, pas Xi Jinping, mais le Coréen, à voir comment ces soldats se combattent. Mais évidemment, c'est, comme on dit en anglais, it throws a wrench dans le système. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de fondamental. Bon, il y a quand même pas mal de soldats. Il y en a beaucoup qui vont mourir au combat là-dedans. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très fondamental, à part la dimension psychologique, qui permettrait peut-être aussi, à un moment donné, des changements du côté de l'Occident. Est-ce que face à l'invasion de gens qui ne sont pas du tout du russe au départ, est-ce que nous allons, nous, comme un jour Macron l'avait proposé, d'envoyer des troupes européennes? Je pense qu'on est encore très très loin de tout ça. Mais je pense que ce qu'il faut aussi souligner, que l'on n'entend pas très souvent, c'est que les Russes font de l'esbrouf, mais ils ne sont pas en état de force. C'est certain qu'ils avancent et qu'ils pénètrent bien dans Koursk et à d'autres endroits, mais ils n'ont pas une très très grande capacité parce que au niveau des hommes sur le terrain, il y a eu des pertes considérables et je ne pense pas que la Russie soit à la hauteur dans ce qui serait un combat non nucléaire si tout à coup on en venait à ce point-là. Mais ce qui est le plus important maintenant, je crois, c'est d'abord évidemment Olaf qui a commencé à parler à Poutine. Je crois qu'on se glisse en préparation de l'arrivée de Trump d'un début de négociation. Alors là,
tout est sur la table. Dans quelle mesure est-ce que Trump, une fois qu'il est à la présidence, va essayer littéralement de rembiboler Zelensky en donnant au fond ce qui est conquis déjà par la Russie à la Russie. Je crois que c'est là où l'effort des 5 Européens, les ministres de la Défense qui viennent d'annoncer un effort collectif qu'ils auraient dû commencer il y a des temps immémoriaux. Même quand moi j'étais à l'OTAN, on parlait déjà au fond de la défense européenne qui rappelait l'époque de la communauté européenne de défense qui n'a pas eu lieu, les Américains les Français ayant tiré la vedette de cette affaire-là. Je crois qu'il y a un momentum, sauf que comme toujours dans le contexte européen, ils sont extrêmement lents à bouger collectivement. Cette affaire d'une armée européenne aurait dû être faite depuis beaucoup plus longtemps, mais il y a quand même 5 pays qui ont des capacités réelles, et il y a eu le Polonais qui a récemment encore affirmé que cette espèce d'unité serait considérable. Encore, dernier point là-dessus, je crois qu'une négociation ne pourrait avoir lieu que si, une fois de plus, l'Ukraine renonçait à rentrer dans l'OTAN, mais entrerait dans l'Union européenne. Je crois que c'est ça les éléments essentiels à plus long terme. Alors, pourquoi l'Europe a été si lente à réagir alors que la communauté européenne est quand même fort préoccupée par la situation? Parce que le processus décisionnel européen est prodigieusement lent, et vous avez vu le tollé qui a créé simplement l'idée d'avoir un commissaire à l'armement européen. Il y a eu un tollé. Alors, c'est ça le problème, c'est que l'Union européenne est une magnifique machine, mais dont la lenteur décisionnelle et la lenteur d'exécution est relativement triste. Mais je crois que là encore, est-ce que la négociation va précéder le renforcement des capacités européennes, ou est-ce que les Européens vont dire, écoutez, très bien, on peut commencer les négociations, mais nous continuons à nous armer. Et ça, ce que j'aime bien, c'est que les anciens pays de l'Est européen, qui sont beaucoup plus proches de la Russie, y tiennent énormément parce que eux continuent à croire qu'éventuellement, si le père Poutine réussit à accaparer l'ensemble de l'Ukraine, il poussera peut-être au-delà. Écoutez, à partir du moment où le fou prend l'Ukraine, pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas les pays baltes? Alors, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il faut craindre des agressions sur les pays limitrophes? Vous savez, il y a déjà certains pays qui parlent de sabotage de câbles, par exemple, dans la mer Baltique. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça, se préparer à ça? Je crois qu'il faut se préparer à toutes les hypothèses possibles d'agression du côté des Russes. Je pense que Poutine en a ras-le-bol et qu'il va utiliser des moyens comme, justement, vous le disiez, des espèces de bombinettes qui sont dans des avions ou quoi. C'est assez dramatique. Non, nous sommes dans un cas de guerre où il y avait un auteur russe qui écrivait tout récemment que Poutine est enragé et qu'il est prêt à en découdre et à mettre tous les moyens possibles dont il dispose. Il y a une espèce de rage qui sous-tend cette affaire parce que Poutine trouve inacceptable, au fond, que l'Ukraine soit encore debout. Et je crois que c'est là où, justement, l'arrivée de Trump m'inquiète énormément. Je ne pense pas que le président américain actuel, Biden, ait voulu tronquer la possibilité de Trump en offrant, justement, ces armes logistiques importantes, parce que ça ne changera pas le cours de la guerre. Mais je pense que l'arrivée de Trump va changer la donne de façon profonde et que nous nous retrouvons dans une négociation extrêmement pénible. Mais est-ce que les Européens tiendront la dragée haute à Trump pour dire « écoute, tu ne vas pas leur donner ce que les Russes veulent ». Les Russes veulent l'Est de l'Ukraine, où on parle russe, et c'est véritablement ça qu'ils cherchent. Mais malheureusement, je crois qu'in fine, c'est probablement ce qui va se passer et qu'on devra attendre des décennies d'un rétablissement de relations nouvelles avec la Russie, peut-être une rétrocession éventuelle des territoires. Je n'y crois pas beaucoup, je ne crois pas beaucoup ce que je dis. La Crimée, ça, les Russes vont y tenir jusqu'à la dernière semelle de leurs bottes. Autrement dit, nous ne sommes pas sortis de cette guerre atroce. Bon, en terminant, en quelques mots, M. de Kerkhove, est-ce que la diplomatie a toujours sa place? Est-ce qu'on peut toujours espérer en arriver à un dénouement avec la démocratie? En fait, avec la diplomatie? Avec la diplomatie, écoutez, quand on voit que M. Olaf, le chancelier allemand, se fait taper dessus parce qu'il a parlé à Poutine, alors qu'à l'époque, Macron le faisait souvent, c'est comme disait Churchill, jaw, c'est better than war. Et je crois que la diplomatie continue à avoir sa place, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et les aléas de la diplomatie, c'est quand vous avez un gars comme Trump qui va bousculer tout,
et peut-être beaucoup plus nuire à la diplomatie que l'aider. Merci d'avoir répondu à nos questions encore une fois aujourd'hui. Avec plaisir.